Chaverim Shomim, on va commencer un sujet important qui va être notre premier pas dans ce qui va être l'étape de Purim, puisque nous lisons le Shabbat juste avant Rosh Chodesh Adar, le Adar dans lequel tombe Purim, la paracha du Machatzit HaShekel, parachat Shkalim. Et le Machatzit HaShekel, c'est une mitzvah qu'il faut comprendre pourquoi on la lit maintenant, d'autant plus que cette mitzvah-là n'est plus praticable aujourd'hui, puisque elle était, donc dans quel contexte cette mitzvah elle nous a été révélée, c'est au moment où on va dénombrer les bénis Israël, au moment où Akadosh Baruch Hu nous donne la mitzvah de dénombrer les bénis Israël, et de quelle manière on doit le faire. Chacun doit ramener la moitié d'un shekel, machatzit shekel, et par le nombre de moitiés de shekel que l'on a récupéré, on peut connaître le nombre des bénis Israël. C'est un recensement qui se fait par la moitié du shekel. Ce recensement-là, c'est la mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée de comment recenser les bénis Israël. Ceci dit, cet argent-là, malgré tout, était utilisé pour les corbanotes, les sacrifices et les pratiques qu'on pouvait avoir au Mishkan. Et donc, nous avons ici, dans l'espace du moment que l'on traverse, à la fois les deux sujets, puisque on traite du sujet du Mishkan et également du Machatzit HaShekel, donc de Purim. Quel est le lien du Machatzit HaShekel avec Purim, puisque au final le Machatzit HaShekel est beaucoup plus antérieur que Purim, c'est Aman. Le lien qu'il y a entre Machatzit HaShekel, la mitzvah d'annoncer le Zecher le Machatzit HaShekel, c'est-à-dire en souvenir, on va prélever le Machatzit HaShekel en souvenir du Machatzit HaShekel. Pour quelle raison ce souvenir-là vient maintenant? À cause de Haman. La Gemara nous ramène qu'on doit devancer notre argent, nos shkalim, au shekel de Haman. Qu'est-ce qui s'est passé? On va lire un petit passage dans la Megillah, d'accord, qui va nous éclairer sur les intentions de Haman, comment Haman il a procédé, quelle a été sa stratégie pour pouvoir, anéantir le peuple d'Israël. Ça, c'était son projet, c'est le projet de Amalek, et ça a été le projet de Haman, c'est-à-dire de détruire, d'anéantir totalement toute trace des bénis Israël. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Haman a la faveur du roi, Achashverosh, et il ose lui demander d'avoir les pleins pouvoirs sur le peuple d'Israël. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui le motive? Alors on va lire tout ça. Je cherche juste le verset. Voilà. Achar advarim haele, donc c'est le passage de la Megillah qui nous concerne. Achar advarim haele, gida la meler Achashverosh et Haman. Ben Amedata Agagi, Vayasem et Kiso, mais Alkol Asarim Asherito. Donc après cet épisode-là où Esther, elle a été prise comme reine, eh bien Achashverosh, le roi Achashverosh, fait grandir Haman et l'élève au-dessus de tous les ministres. Tous les serviteurs du roi qui se trouvaient dans le palais du roi, c'est-à-dire dans les portes du palais du roi, dans les cours, Korim ou Mishtachavim la Haman. Il devait se prosterner devant, il devait plier le genou et se prosterner devant Haman. Kichen Sivalo Ameler, car ainsi lui avait ordonné le roi. Ou Mordechai, lo yicha velo ishtachave. Et Mordechai faisait de la résistance, il ne se prosternait pas devant Haman. Le seul, Yomro Avde Ameler, ils ont dit, donc ça a commencé à parler, les serviteurs du roi ont commencé à parler, les bruits de couloir, Shamshar Ameler, le Mordechai, Madoua ta overet mitzvot Ameler. Ils sont allés voir Mordechai, ils lui disent pourquoi tu transgresses l'ordre du roi?
À chaque fois, ils allaient lui parler, et il n'écoutait pas. Il y a Guidou et Aman, ils ont raconté ça à Aman, pour voir, pour tester si les paroles de Mordechai allaient tenir, qui guide à Macharou Yehudi. Ouais. Car il leur avait dit qu'il était juif. Ouais. Vayar Aman qui en Mordechai korem shtacha velo, vaimale Aman chaima. Et quand Aman il a vu que Mordechai ne se prosternait pas, ouais, eh bien, Aman s'est rempli de haine. Vaïvez me'enav lishloach yad be Mordechai. C'était trop humiliant pour lui, c'était pas assez grand pour lui de porter la main sur Mordechai seulement, levado. Ouais. Qui guide l'eau est à Mordechai, car ils lui ont dit quel était le peuple de Mordechai. Ouais, ils lui ont dit. Mordechai a provoqué Aman. Il est allé voir, il dit mais moi les gars je suis juif, je me prosterne pas devant ce Aman. Il va cacher Aman la Shmid et Kol Hayudim, mais à ce moment-là, Aman a décidé de détruire, d'anéantir tous les juifs, Asher Bechol Malchut Achashverosh à Mordechai, qui se trouvaient dans le royaume d'Achashverosh, le peuple de Mordechai. Bachodesh Arishon, etc. Aman fait un tirage au sort pour déterminer la date à laquelle il prévoit d'anéantir le peuple juif. Et là, il va bien entendu voir le roi. Yomer Aman le'ameler Achashverosh. Aman va voir le roi Achashverosh et il lui dit la chose suivante. Yeshno am echad mefuzar ou meforad ben amim. Il existe un peuple, ouais. Il y a un peuple, mefuzar ou meforad. Alors ici, on va essayer de traduire après différemment, mais en tout cas, littéralement, c'est-à-dire il existe un peuple, mefuzar ou meforad, dispersé, divisé parmi les peuples, au milieu des peuples, des autres peuples. Bechol Medinot Malchutecha, dans tous les pays de ton royaume. Vedatem Shonot, ils ont des lois différentes. Mikol Am, de tous les autres peuples. Vedate Ameler en Amosim, et les lois du roi, ils n'appliquent pas. Vela Meler en Shobel Anicham, et pour le roi, ça ne vaut pas le coup de les laisser. Ça n'a pas de valeur de les laisser. Imala Melertov, si le roi voit cette chose comme bonne, Yikatev le abedam, qu'il écrive de les détruire, ve'aseret alafim kikar kesef, et 10 000 morceaux d'argent, eshkol, je pèserai, à l'aider aussi à melacha par les orfèvres, par les artisans, les avis el ginze amener pour les apporter dans les greniers, dans les granges, dans les greniers, ouais, dans les trésors du roi. Et là, le roi, Vayassar Ameler, le roi tire son sceptre, et tabato, sa bague, comment on appelle ça, son tampon, mais aliado de sa main, Vaïtena le Aman, il l'a donné à Aman, fils d'Amedata Agagi, le Agagi, Tsorera Yehudi. Ouais. L'argent t'est donné et tu peux faire ce que tu veux de ces gens-là à tes yeux. Très bien. Donc là, ici, il y a des choses qui nous intéressent en particulier, et en particulier également par rapport au sujet du Machatzit HaShekel. Qu'est-ce qui fait que nous avons la mitzvah de mentionner le shekel, mentionner le Machatzit HaShekel, de prendre le Machatzit HaShekel en souvenir du Machatzit HaShekel, parce qu'on doit devancer notre shekel à nous, à celui de Haman. Qu'est-ce qu'il a fait Haman ? Il a acheté le peuple juif. Ouais. Et là, ici, on ne comprend pas très bien pourquoi. C'est-à-dire que la démarche de Haman n'est pas claire. Il a argumenté Haman auprès du roi en disant que en chauvet la meler le anichab. Ça ne vaut pas. C'est-à-dire il n'y a aucun intérêt à laisser ces juifs-là en paix pour le roi. Le roi ne gagne rien à cela. Qu'est-ce qu'il est allé lui donner de l'argent ? Le roi était de toute façon prêt. Il n'avait pas besoin d'argent, le roi n'avait pas besoin de cet argent-là, et il était de toute façon prêt à anéantir et à faire ce que Haman demandait. D'accord ? Donc pour quelle raison il donne de l'argent ? Quel est l'intérêt ? D'autant plus qu'en général, quand on achète quelque chose, c'est pour en tirer un profit. Quel est le profit que Haman va tirer du fait d'avoir acheté ce peuple ? C'est-à-dire qu'on comprend bien que la négociation, ce que Haman essaie d'obtenir du roi, c'est pas d'acheter Israël, c'est de détruire Israël. Donc il n'a pas besoin de l'acheter. Quelle est la transaction ici qui s'est opérée ? Quel est l'intérêt de cette transaction ? Dans tous les cas,
avant de comprendre quelle est la forme de cette transaction et quel est l'intérêt de cette transaction, on saisit de manière très claire que c'est ça que l'on veut casser. Avec le Machatzit HaShekel, en prenant la Machatzit HaShekel en souvenir de notre Machatzit HaShekel à nous, eh bien, il y a dans cette pratique quelque chose qui s'oppose à la manière de Haman de prendre les shkalim, et donc qui va, repousser le projet de Haman, qui va le détruire. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est quoi ? C'est que cette transaction-là n'a jamais été annulée, c'est-à-dire qu'on est toujours acheté auprès du roi Achashverosh par Haman, et le décret que Haman a réussi d'obtenir du roi, écrit de la main du roi, de détruire le peuple juif, non plus n'a jamais été annulé. Lorsque Esther et Mordechai obtiennent gain de cause auprès du roi, eh bien, ils n'obtiennent que le fait de pouvoir se venger. Ils n'obtiennent que le fait de pouvoir tuer eux avant qu'on les tue. Mais ils n'obtiennent pas l'annulation du décret du roi. Le décret reste, et ce décret reste valable jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est toujours sous le décret du roi, de l'anéantissement du peuple juif par Haman, avec cette transaction-là qui, apparemment, pèse sur le peuple juif jusqu'à aujourd'hui, puisque on doit encore aujourd'hui prendre le Machatzit HaShekel et devancer le Machatzit HaShekel à celui, nos shkalim à nous doivent devancer les shkalim de Haman. Donc là aussi, il y a encore une autre dimension à comprendre, c'est pour quelle raison, c'est-à-dire de quelle manière la transaction de Haman pèse encore sur nous, encore aujourd'hui, sachant qu'Haman a été détruit, son projet est tombé à l'eau, et de quelle manière également notre shekel à nous s'oppose au shekel de Haman, et de quelle manière, pour finir, il empêche les shkalim de Haman d'opérer. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on va essayer d'approfondir maintenant. D'accord ? Dans tous les cas, avant d'arriver à la transaction, il y a ici quelque chose, une dénonciation de Haman. Et Haman va donner une définition du peuple juif auprès d'Achashverosh qui va être un argument pour la destruction du peuple juif. Ce qui est intéressant ici, c'est d'arriver à comprendre comment on arrive à ce qu'on appelle la valeur du peuple juif. Les termes de Haman avant la transaction, avant d'avoir acheté, c'est ici paradoxal. C'est-à-dire d'un côté, il va voir Achashverosh, il lui dit Achashverosh, en shovel hameler la'anicham. Ça vaut pas le coup pour toi de les garder. Tu n'en tires rien, il n'y a pas de profit. Tous les autres peuples t'apportent quelque chose, ceux-là ils t'apportent rien. En shovel hameler la'anicham. Et de suite derrière, le roi gagne 10 000 kikar kesef, 10 000 kikar kesef, pour les détruire. C'est-à-dire qu'il lui fait gagner, quelque chose. C'est-à-dire Achashverosh gagne au final quelque chose des Juifs, de la haine du Juif. Du fait que Haman déteste le Juif, c'est là-dessus que Achashverosh a au moins gagné quelque chose, même s'il n'en avait pas besoin. Mais il a gagné 10 000 kikar kesef. Donc c'est contradictoire. D'un côté, Haman lui dit, mais en shovel hameler la'anicham, ça vaut pas le coup pour le roi de les garder. Qu'est-ce qu'il fait ? Il lui dit, oui, effectivement, ça vaut pas le coup de les garder, mais ça vaut le coup de les détruire. Tu gagnes quelque chose. Là, oui, il y a quelque chose à gagner de les détruire. Donc là, ce qu'il faut comprendre ici, c'est quel est le message d'Haman. Donc là, maintenant, on a gagné une étape dans la réflexion. C'est quoi ? C'est que c'est-à-dire le début et la fin sont liés. C'est pas qu'il lui propose 10 000 kikar kesef, juste pour dire, bon voilà, tu vois, j'ai été sérieux, je t'ai donné quelque chose pour ça. Non. C'est qu'il y a une cohérence entre le début et la fin. Il lui dit, tu sais, tu ne gagnes rien, il n'y a pas de profit pour le roi de garder ce peuple juif, mais par contre, le roi a un profit de les détruire. Et quel est ce profit ? 10 000 kikar kesef. Maintenant, c'est un petit peu même, on va dire, chutzpani, ça veut dire c'est effronté de la part de Haman, de faire entendre au roi que ce qu'il a à gagner du peuple juif, c'est de l'argent. Toi, Haman, tout ton argent, tu l'as pourquoi ? Parce que Achashverosh te donne sa grâce. Parce que Achashverosh a fait de toi un ministre.
Et toi, tu arrives, tu prends ce même argent-là, avec lequel, le roi t'a enrichi, et tu le redonnes pour dire, voilà, tu sais quoi, je te le donne, ouais, pour t'acheter et pour t'enrichir de détruire le peuple juif. Ça n'a pas de sens. Donc on comprend bien qu'il y a un message derrière qui est beaucoup plus qu'une histoire de tu gagnes quelque chose ou tu gagnes pas. D'accord ? Donc pour cela, il faut comprendre déjà le début. Qu'est-ce que dit Aman à Racha ? Ouais, la Gemara nous dit que Aman a utilisé la force du Lachon Hara, le plus grand. Ouais, Aman était l'expert du Lachon Hara, l'Ishna Bisha. Ici, quel est son Lachon Hara ? Il dit la chose suivante. Yeshno am echad mefuzar ou meforad ben ha'amim. Ce terme-là n'est pas clair. Ouais. Il existe un peuple qui est dispersé et divisé au milieu des peuples. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle est la traduction de ça ? Que tu dises que ce peuple-là soit divisé, il soit séparé, j'entends, la plupart du temps, on se jette sur ce texte pour dire, tu vois, ce qui amène les catastrophes, c'est le fait que l'on soit désunis, qu'on ne soit pas unis autour de nos convictions, on n'est pas un peuple uni, etc. Mais là, ici, ce n'est pas exactement ce qui se dit. On est en train de te dire, Yeshno Am Echad, il existe un peuple qui est Mefuzar ou Meforad, il est dispersé et divisé, mais c'est pas suffisant. C'est pas ici le problème, c'est pas le fait qu'il soit dispersé et divisé. Le problème, c'est qu'il soit dispersé et divisé au milieu des peuples. Ben Amim, parmi les peuples. Qu'est-ce que ça rajoute ? Quel est le sens de ça ? Ouais. Quel est le sens de ça ? Qu'est-ce que ça veut dire que tu es divisé au milieu des peuples ? Comme si c'était la barrière des peuples qui t'empêchait de t'unir. Ouais. La division vient du fait que tu es au milieu des peuples. Au milieu des peuples. Ouais. Donc là, ici, Aman vient révéler quelque chose qui est propre à l'exil. Il vient révéler quelque chose qui est propre à l'exil. Il vient d'abord attaquer l'incohérence de l'existence du peuple juif. Ouais. Le peuple juif est un peuple qui, normalement, s'il était vraiment parmi les autres peuples, s'il était vraiment dispersé parmi les autres peuples, s'il était divisé du fait qu'il était parmi les autres peuples, il ne pourrait pas être Echad. C'est impossible. Impossible. Ouais. C'est-à-dire que l'idée même d'être un seul peuple, elle est impossible si tu dis que ta division et ta séparation et ta dispersion provient du fait que tu es parmi les autres peuples. Si tu me dis qu'il est un, mais qu'il est divisé, qu'il est en dispute, qu'il est tout ça, ça j'entends. Ça existe. Parmi tous les autres peuples, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Tu peux prendre les Français, 60 millions de Français, je ne sais plus maintenant, aujourd'hui c'est un peu plus. Ouais. Les Français, c'est un seul peuple, mais ils ne s'entendent pas entre eux. Ouais. Ils sont divisés. Il n'y a pas ici d'union. Ouais. Ni d'union nationale, ni d'union, fraternelle, il n'y a rien. Là, ici, ce qu'il est en train de dire, il n'est pas en train de dire que le peuple juif est divisé, c'est pas ça qu'il est en train de dire. Il est en train de dire qu'il existe ici une incohérence chez le peuple juif. Que cette incohérence même que je dénonce, fait de lui un peuple inutile. C'est quoi ? C'est un peuple, c'est malgré le fait qu'il soit dispersé et qu'il soit divisé parmi les autres peuples, il reste un peuple. Et ça, c'est pas normal. Ouais, c'est ce qu'il dit Aman. Il dit ça, c'est pas clair. Ça veut dire qu'il existe chez ce peuple une dimension, d'accord, qui échappe à nos critères de valeur, qui font que ce peuple-là est inintéressant pour le roi. Quelle est la nature du roi ? Le roi, c'est un royaume. Le roi, c'est celui qui unit tous ses fidèles. Le roi, la fonction d'un roi, c'est de nourrir ses fidèles, c'est d'entretenir ses fidèles, c'est d'entretenir son peuple et de faire que le peuple soit un, sous le règne du roi. Mais là, il existe un peuple qui est un indépendamment du fait qu'il soit dispersé et divisé parmi les peuples. C'est-à-dire qu'au cœur même du royaume,
où les béné Israël sont dispersés et divisés parmi les peuples. Donc dans le fonctionnement, on est bon. On ne peut rien leur reprocher. Ils sont déjà dispersés et mélangés parmi les autres. Et il n'y a rien à leur reprocher. Malgré ça, ils sont echad. Ça veut dire que le peuple juif est inassimilable. C'est ça que ça veut dire. Il y a une dimension de echad du peuple juif qui s'oppose au echad du Melech, qui s'oppose au echad du roi. D'accord ? L'unité nationale, l'unité du royaume d'Achashverosh ne peut pas rentrer en cohérence avec l'unité d'Israël. Et je vais te le montrer de manière beaucoup plus profonde encore, c'est quoi ? C'est que c'est pas simplement qu'il est echad et qu'il se met dans des ghettos, ouais, comme on pourrait parfois, les hommes éclairés, ouais, reprochent aux Juifs d'avant la Shoah d'avoir été ghettoisés, etc. Et qu'au final, c'est peut-être ça qui a amené la haine du Juif. Enfin bref, toutes les théories vaseuses et bidons de la modernité, d'accord ? Et c'est une des théories qui est favorisée par les Français en particulier, puisque les Français sont très allergiques à la question du ghetto. Ouais. Mais en réalité, ça n'a rien à voir. Ouais. Là, ici, ce qu'il est en train de dire ici, c'est quoi ? C'est que regarde la preuve, et comprenez bien la subtilité, la preuve que ce peuple-là, ouais, s'oppose dans son essence et dans sa définition, il s'oppose à l'unité du royaume du roi, c'est que bien qu'il soit dispersé parmi les nations, bien qu'il soit dispersé dans tout le royaume, ils sont quand même echad. Ouais. Donc tu vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc tu ne pourras jamais en tirer un quelconque bénéfice. Ouais. Ça, c'est le plus grand du Lachon Hara qu'il ait pu faire. Pourquoi c'est un Lachon Hara ? Parce que c'est vrai. Le Lachon Hara, ce n'est pas un mensonge. Ce n'est pas une anomalie. C'est quelque chose de vrai. Ouais. Il y a ici quelque chose de vrai dans la nature d'Israël. Mais là, il n'est pas en train de parler de la négativité d'Israël. Il est en train de parler de l'élection d'Israël. C'est-à-dire, malgré le fait qu'il soit dispersé, malgré le fait qu'il soit assimilé, malgré le fait qu'il est allé manger, et festoyer avec les goyim, ouais, et boire du vin et trucs, etc., malgré cela, il est echad. Il est echad. Ouais. Yeshno am echad mefuzar ou meforad ben ha'amim. Il existe un peuple qui est un, mais qui est dispersé et divisé parmi les nations. Bechol medinot malchotecha, dans tous les contrées de ton royaume. Vedatem shonot mikol am. Et une des raisons qui font que ils s'assimilent pas. Une des raisons qui font que ils sont un, c'est que datem shonot, leurs lois sont différentes de tous les autres peuples. Vedatem melech enam osim, et les lois du roi, ils ne font pas. Ouais, ils n'appliquent pas. C'est-à-dire que là, ici, on n'est pas en train de dire qu'ils n'appliquent pas les lois du roi. Simplement. Ouais, c'est que le fait qu'il soit echad et qu'il soit mefuzar ou meforad ben hamim, ouais, c'est ça qui les empêche, dans l'essence même de leur unité, il y a quelque chose qui s'oppose à l'application de la volonté du roi et à l'application des lois du roi. Ouais. Et donc là, Aman a très bien compris quel est le problème avec Mordechai. Ouais. Le fait que Mordechai précise que la raison pour laquelle il ne se prosterne pas à Aman, ouais, c'est pas ici la manifestation d'un opposant à Aman dans le royaume de Achashverosh. C'est pas un gilet jaune qui est pas content de la maroquinerie de Aman. Non, c'est pas ça. Ouais. C'est quoi le problème ? C'est que là, ici, il y a, ouais, dans le fait même que Mordechai est juif, c'est ça qui pose problème. Ouais. Si Mordechai s'oppose, et Aman est très intelligent, il a compris ça, si Mordechai ne se prosterne pas à Aman, c'est pas que c'est un problème, isolé. C'est la nature du peuple juif. C'est la raison pour laquelle Aman ne va pas détruire seulement Mordechai, ouais, parce qu'il a un problème avec un anarchiste. Ouais, il a compris que c'est la nature du juif ici qui s'oppose aux lois du roi. Aux lois du roi. Quelle est la loi du roi ? C'est quoi ? C'est de se prosterner devant Aman. Ouais. Devant Aman. Se prosterner devant Aman, ça
il y en a pas, comment dire, Aman fait partie de ces gens qui se sont considérés comme une idole. C'est-à-dire se prosterner devant une personne, c'est pas anodin, d'accord ? Il s'est pris lui-même pour un homme Dieu. Ouais, il y en a plusieurs qui ont fait ça dans l'histoire. Ouais, Esav et Jésus. Ouais, Jésus. Mais lui, il était juif, du coup. Mais dans tous les cas, comment dire, Aman, son idéologie, c'est celle-là. C'est qu'on se prosterne à l'homme. Et ça, c'est ce qui convient au royaume d'Achashverosh. La royauté des hommes implique forcément l'idolâtrie de l'homme. Ça ne peut pas être autrement. Et dans l'essence même du peuple juif, il y a quelque chose qui s'oppose à l'idolâtrie de l'homme. C'est-à-dire, quand on parle de l'idolâtrie de l'homme, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que l'homme, on peut le capter comme une valeur. L'homme a une valeur. L'homme enrichit les autres. C'est ça l'idolâtrie. Si tu te prosternes à Aman, c'est parce que tu comprends que Aman est celui qui va apporter. C'est celui qui va donner. C'est celui qui va, enrichir le peuple de ses lois, de son encadrement, de sa... Ouais. C'est ça qu'on a attendu. Mais là, le message de Mordechai, c'est de dire, mais la sérénité d'un peuple, la grandeur d'un peuple, l'abondance d'un peuple, le royaume d'un peuple, ne vient pas de l'homme. Elle ne peut pas venir de l'homme. D'accord ? C'est pour ça qu'au départ, Achashverosh voit dans le discours de Haman, effectivement, quelque chose qui lui correspond. Achashverosh n'a pas le même degré d'antisémitisme que Haman. Haman, c'est Amalek qui déteste profondément le juif. Alors que Achashverosh, c'est juste une question technique. Oui, effectivement, j'entends ce que tu me dis. Ouais, alors ça reste pas moins grave, mais j'entends ce que tu me dis. Effectivement, c'est quelque chose qui s'oppose à notre vision de ce que pourrait être la royauté des hommes. Ouais, ce que pourrait être la royauté des hommes. Et comprenez bien ça, le sujet principal de la Megillah et le sujet principal de Purim, c'est justement la royauté d'Akadosh Baruch Hu face à la royauté des hommes. Lorsqu'il y a l'exil et que la royauté des hommes est celle qui est celle qui est visible, celle qui est apparente, eh bien, elle s'oppose clairement, elle cache la royauté d'Hachem, la royauté d'Akadosh Baruch Hu, et donc la royauté d'Israël. D'accord ? Donc là, ici, quand il dit, c'est très important comme distinction, quand Haman dit « Yeshno amechad mefuzar ou meforad ben amim », il existe un peuple qui est dispersé et divisé parmi les autres peuples, il n'est pas en train de dénoncer la désunion d'Israël, il est en train de dénoncer le fait que quoi ? Qu'il soit un malgré sa dispersion parmi les peuples. D'accord ? Il y a dans le juif quelque chose qui est irréductible et qui empêche la réalisation même du projet de l'homme, du projet d'Achashverosh, de la royauté. Ouais. Et donc de l'idolâtrie de Haman. Donc on comprend bien combien Enshové la Anicham. Il n'y a aucun intérêt à le garder. Ce n'est pas productif. Et là, pour la première fois de l'histoire, on a un type qui n'est pas si bête que ça, qui va acheter quelque chose sans en tirer un bénéfice, sans en tirer un profit. Normalement, quand tu donnes de l'argent, tu investis. Tu investis. C'est-à-dire ton argent, n'importe quelle acquisition, elle est là pour investir. Tu peux bien investir, tu peux mal investir. Mais dans tous les cas, cet argent-là, il est destiné à investir, à produire, à avoir une valeur. Et là, Haman achète pour faire disparaître une valeur. Si tant est que Israël est une valeur, eh bien, je l'achète et mon achat, mon acquisition fait disparaître la valeur d'Israël. Fait disparaître ce qu'est Israël. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre dans la transaction même. Comment c'est possible ? Quel était le dessein de Haman ici ? Le dessein de Haman, c'était justement de ramener Israël à une valeur marchande. Ramener Israël à une valeur marchande. Ok, maintenant que je viens de te faire comprendre que Israël échappe à la dimension des hommes, au projet, erki, c'est-à-dire au projet de la valeur de l'homme. La valeur de l'homme, c'est la valeur appréciable de l'homme. Celle avec laquelle je peux, oui, faire quelque chose. Israël, le peuple juif,
n'a pas de valeur avec laquelle on peut, oui, produire quelque chose. Comme ça. Ouais. Ça apporte aucun bénéfice. C'est certainement pas avec des livres qu'on fait la guerre. Ouais. C'est certainement pas en étudiant la Torah qu'on gagne des guerres. Ouais. Ce que le juif est, ce que le juif apporte, c'est-à-dire son identité, ce qu'est la définition d'un juif, dans rien chez le juif, ne peut être profitable pour les hommes. Rien. Pourquoi ? Parce que ce qu'il est dépasse les valeurs qui existent dans ce monde. Ouais. Ça, c'est ce que nous on dit tous les Shabbats. Quand on s'adresse à Dieu, ouais, quand on s'adresse à Hachem, et qu'on parle de notre relation à Akadosh Baruch Hu, on dit quoi ? En aroch lecha Hashem Elokeinu ba'olam hazeh. Rien n'a ta valeur dans ce monde-là. Rien. Je ne peux pas rendre compte d'Hachem, je ne peux pas rendre compte du divin par les valeurs que je donne aux choses ici dans ce monde. Rien n'est comparable. Tu vas dire, oui, Hachem, il vaut des milliards. Ça ne veut rien dire. Et bien, c'est exactement la nature du peuple juif. Parce que le peuple juif, c'est le peuple qui s'adresse au roi qui est à Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est ce que Haman, il dénonce ici. Il est en train de dire, mais tu vois bien que ce peuple-là ne peut pas être bénéfique. Il ne peut pas être productif pour le royaume des hommes. Rien, tu ne peux rien tirer de ça. La preuve en est, c'est quoi ? C'est qu'il reste un malgré sa dispersion, malgré son assimilation, malgré son mélange. Ouais, c'est comme exactement la symbolique de l'huile que tu mets dans l'eau. Tu mets de l'huile dans l'eau, tu mélanges. Donc c'est dispersé, c'est partout. Ça revient. Ouais, ça redevient echad. D'accord ? C'est exactement la même chose. Il dit c'est impossible, c'est infaisable. Ouais. Qu'est-ce qui rend cette opération infaisable ? C'est parce que tout simplement, Israël, par nature, par définition, ce qu'il a à donner en tant que juif, je parle. Ce qu'il a à donner en tant que juif. Parce que c'est bien beau de dire que tu es juif. Mais si tu donnes autre chose que ce que c'est un juif, alors ne dis pas que tu es juif, dis que tu es autre chose. Ouais. Il est évident que qu'un juif n'est pas un mathématicien. Un juif n'est pas un savant. Tout le monde peut être savant. Tout le monde peut être, commercial. Tout le monde peut faire du business. C'est pas propre aux juifs, ça. Qu'est-ce qui fait qu'un juif est un juif ? Ouais. Lorsque tout le monde sait ce que c'est un juif, il n'y a personne qui ne sait pas. Ouais, c'est tous ceux qui te disent non, mais un juif, et moi j'ai la question de ça. Tout le monde sait. Sinon, c'est des menteurs. Un juif, c'est celui qui a reçu la Torah, c'est tout. C'est-à-dire, tu racontes, tu montes en long, en large, ce qui nous distingue des autres et qui fait de nous des juifs, donc dans notre nature à être distingués des autres, eh bien, c'est le fait qu'on ait reçu la Torah. Il n'y a rien d'autre. Sinon, tu vas me parler de quoi ? Ouais, alors il y a longtemps, on pensait que les juifs étaient différents en cela, qu'ils auraient peut-être un 6e orteil ou une queue qui pousse dans le dos. J'en sais rien, mais ça c'est l'imaginaire et l'absurdité des hommes. Mais la seule distinction du peuple juif, c'est le fait qu'il ait reçu la Torah. D'accord ? Donc toi, quand tu viens et tu dis que tu es juif, tu n'apportes rien au monde. Rien. Tu amènes une Torah, tu étudies les yeshivot, c'est inutile. À quoi ça sert ? C'est inutile, ça sert à rien. Mais ils ont raison. Ça te servira à rien à toi. En chové la nicham, ça vaut rien. Qu'est-ce que ça va t'apporter ? T'apporte rien. Tu peux pas voir ce que ça t'apporte. C'est impossible. D'accord ? Ça, c'est le discours de Haman. C'est le discours de Haman. Mais Haman a compris que ce discours ne peut être validé que par l'idée même qu'on va capter la valeur du juif dans ce qui va être la ma'arechet, c'est-à-dire dans le système des valeurs des nations. Ouais. Très intéressant ce sujet-là, même historiquement parlant, ça a été un long débat. Ouais, ça a été une grande discussion, ça n'a pas été évident du tout le fait que les yeshivot puissent accepter des subventions de l'État. Pendant longtemps, les yeshivot n'acceptaient pas. Elles n'acceptaient pas des subventions. Ouais. Le fait d'accepter des subventions, ça a été un grand débat, ça n'a pas été simple. Ouais. Peu importe, sans rentrer dans le sujet en profondeur, mais dans tous les cas, ici, on comprend bien que c'est ça le sujet. Ouais. Tu donnes de la valeur. C'est une valeur marchande, valeur limitée.
Oui, bon, de la même manière que l'on donne des subventions à des gens qui étudient au minimum, des gens qui sont à l'université, on donne de l'argent à ceux qui étudient la Torah, ouais. Puisque quand même la Torah, ça fait partie des valeurs juives, ouais, l'identité d'Israël. Mais là, ici, c'est ça qui fait Aman. Il est en train de dire, mais j'ai une idée, je te donne de l'argent. Je t'achète le peuple juif. Ça veut dire quoi, acheter le peuple juif? Ici, ça veut rien dire. Ça veut dire que ça y est, il est rentré dans nos transactions. Et la seule chose qui est valable dans nos transactions, c'est sa disparition. Acheter le peuple juif, donner une valeur au peuple juif, c'est le faire disparaître. C'est le faire rentrer dans le monde. Le faire rentrer dans le monde, c'est le faire disparaître. Pourquoi ? Parce que la valeur du juif échappe à la valeur des hommes. Tu peux pas contenir ce qu'est un juif, puisque sa définition n'est pas de ce monde. Elle n'est pas de ce monde. D'accord ? Si cette idée-là, elle est bien comprise, eh bien, maintenant, on comprend ce que Aman veut faire ici. Ouais, et on comprend également quel est l'intérêt du Machatzit HaShekel. Le Machatzit HaShekel, déjà, comme son nom l'indique, c'est pas une monnaie complète, c'est pas une monnaie entière. C'est une monnaie, divisée. Elle est à moitié. Et ce qui est intéressant, c'est quoi ? C'est qu'avec une moitié de shekel, on compte un juif entier. Ouais. C'est ça l'objet. C'est-à-dire que quand tu prends la moitié d'un shekel, tu as ici un juif entier. Tu l'as compté. Hachem n'accepte pas que l'on compte les juifs. On n'a pas le droit de dénombrer les juifs autrement que par la moitié d'une pièce. Ouais. Tu aurais dit, prends une pièce entière. Prends une pièce entière. Non, parce que si tu comptes une pièce entière, tu comptes un juif entier. Ouais. Là, ici, c'est pas l'objet. L'objet, c'est de comprendre que quoi ? Qu'il n'y a pas de valeur qui peut être entière face au dénombrement d'un juif. Ouais. Ce qui veut dire que quoi ? Que quand tu dénombres un juif, tu révèles ce qui manque dans ce monde à compter un juif. Vous comprenez ce que je dis ? C'est important. C'est-à-dire que quand tu comptes un juif, tu révèles combien ce que tu as compté ne peut se compléter qu'avec autre chose qui n'est pas dans le nombre, avec autre chose qui n'est pas dans le compte. Ça, c'est l'idée du Machatzit HaShekel. Tu prends la moitié d'un shekel pour signifier que ce que tu as compté maintenant, même si le juif est entier devant toi, il est un, ouais, il représente une moitié qui doit se compléter avec la réalisation que je vais en faire. Ouais. Le Machatzit HaShekel était destiné à amener des sacrifices, à entretenir la pratique du Mishkan. Ça, c'est exactement la nature du dénombrement d'un juif. Ouais. Le dénombrement du peuple juif. Compter, recenser le juif, c'est saisir que dans le nombre que tu obtiens, tu n'obtiens pas la quantité et la valeur du peuple juif. Tu n'obtiens que le support qui amène à sa réalisation, qui amène à se compléter. Mais avec quoi il se complète ? Rien de ce monde ne peut le compléter. Rien de ce monde ne peut rendre compte de sa valeur et de sa quantité. Ouais. C'est ça qu'on nous demande de faire. On doit être magdim, le shekel, le Machatzit HaShekel au shekel de Aman. Nos valeurs à nous, c'est-à-dire notre réseau de valeurs, notre idéologie des valeurs, s'oppose à celle de Aman. Elle vient dire que tu ne peux pas acheter le peuple juif. Tu ne peux pas acheter le peuple juif. Et donc, dans l'histoire de Aman, il y a quelque chose. Ouais. C'est ce que Aman va s'efforcer de faire sans arrêt. C'est-à-dire qu'il va échouer plusieurs fois là-dessus. Ouais, il ne le comprend pas. Quand le roi le convoque pour lui dire « Mais attends, moi j'ai j'ai une personne à honorer, ouais, cette personne comment je devrais l'honorer ?» Alors là, on lui donne l'habit du roi, on lui donne le machin, le truc. Et on lui dit « Fais ça à Mordechai. » Il pète un plomb. Il comprend pas. C'est-à-dire, tout son dessein, c'était celui-là. C'est-à-dire, mais un chauvet là, Nicham, ça vaut pas. Et pourtant, c'est lui qui est habillé de l'habit du roi. Comment dire, et pris
c'est-à-dire il est apporté, il se fait servir par le grand ministre du roi devant lequel on doit se prosterner. Les valeurs sont inversées, il n'y a plus de valeur. Il n'y a plus de valeur. Face aux Juifs, les valeurs n'existent pas. Ouais. Pourquoi ? Pas parce qu'il vaut plus, mais parce qu'il ne vaut rien. Rien dans ce monde ne peut parler de la valeur d'Israël. Rien. Et ça, c'est l'objet de l'exil et de l'antisémitisme. Ouais. C'est l'objet de l'exil et de l'antisémitisme. L'antisémitisme naît exactement là où Haman fait naître son antisémitisme, c'est de penser qu'on peut capter la valeur du juif. Lorsque le juif communique sur sa valeur, dans les valeurs mondaines, dans les valeurs matérielles, dans les valeurs des nations, ouais, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? L'antisémitisme grandit. Il grandit justement pour révéler ce que Haman comprend mieux que le juif lui-même, c'est qu'il est un, mais malgré qu'il soit dispersé parmi les nations. L'antisémite révèle une chose qui est fondamentale, c'est quoi ? C'est qu'il révèle que bien qu'Israël soit divisé, bien qu'Israël soit dispersé, parmi les nations, encore une fois, c'est-à-dire qu'il s'identifie aux nations, il est parmi les nations, eh bien, il est rejeté. Il est un, il reste un. Rester un, c'est pas quelque chose de malheureux en soi. C'est pas de dire oui, il est un et on est unis, comme on a voulu nous le faire croire là récemment. Avec les événements tragiques, on dit oui, on est tous unis, on est tous des frères. Mais par contre, t'arrêtes d'étudier la Torah, et tu viens faire la guerre. Ben, c'est normal, puisque étudier, ça vaut rien. Ça vaut rien, étudier. Qu'est-ce que ça vaut ? Ça vaut rien. Ça amène quoi ? En Shovela Niham, ça vaut rien. Viens prendre les armes. Ça vaut. Ça vaut. Ouais. Et plus on rentre dans cette logique, plus l'antisémitisme grandit. Il grandit. Pourquoi ? Pour te faire entendre. Ouais. Tu auras beau faire tous les efforts de te faire valoir auprès des autres. De te faire valoir par le chemin qui est celui de Haman, par le chemin qui est celui des nations. Mais regarde, nous, on est utiles. Les autres, ils ne le sont pas. C'est terrible ce qui se passe, parce que les autres, l'ennemi d'Israël aujourd'hui, le figurant, c'est pas le vrai ennemi, c'est un figurant. Ouais. L'ennemi d'Israël aujourd'hui produit rien. Il ne sert à rien dans le monde. Les nations, elles n'en veulent pas. À quoi ça leur sert ? C'est le monde à l'envers. Et le juif, il n'arrête pas de te dire, Israël, mais on est une start-up nation, on est la seule démocratie au Moyen-Orient. On est comme vous, on est pareil. Je comprends pas. Nous, on vaut quelque chose. Et plus tu dis ça, plus celui qui vaut rien, il vaut plus que toi, aux yeux des nations. Un truc de dingue. Un truc de fou, ce qui se passe. Et ça va rendre fou les gens. C'est-à-dire, ça les rend fous déjà, et ça va encore plus nous rendre fous. Ouais. Parce que têtu, on va s'obstiner. Dire, mais non, mais tu vas voir, on va leur montrer, on est plus fort que tout le monde. Ouais. Et plus tu vas dans ce chemin-là, et plus Haman se lève, prend de la grandeur, Guidal, c'est-à-dire le roi Achashverosh le fait monter, pour au final arriver à cette transaction qui met en valeur le juif que pour ce qui va être détruit. Oui, mais bien sûr, tu vaux, mais tu vaux pour disparaître. Ouais. Parce que de la même manière que toi, tu as voulu faire rentrer ce qu'est un juif comme une valeur partagée, eh bien, Mida Keneged Mida, tu vas te retrouver à avoir une vraie valeur ce coup-ci, mais pour disparaître. Aux yeux des autres, aujourd'hui de plus en plus, ça vaut rien. Un juif ne vaut rien. Ça vaut rien. Quoi, des otages ? Quoi, des massacres ? Quoi, on est en face de nous de Hamas ? Et tu es en train de faire des calculs horribles.
Oui, mais là, il y a eu 30 000 morts, et là, vous étiez que 1000, et c'est honteux, et comment dire, on peut pas justifier la vengeance juste parce qu'on a perdu des gens. Mais quoi, tu fais des calculs de quoi, en fait, là? Ça, c'est le discours des nations. Oui, mais ça vaut pas. C'est 2 poids, 2 mesures. De quoi tu me parles de mesure? On parle pas de mesure ici. On parle d'un peuple qui a la haine et qui détruit le monde. Il faut l'arrêter, c'est tout, ça s'arrête là. Non, on parle de valeur, oui, mais tu comprends, et vous avez été touchés, et vous êtes un peuple plus puissant, et eux, les mescanim. Mais on a un peuple qui est complice de la destruction. Ça rend dingue, c'est-à-dire, le juif ne comprend pas ça. Le juif, n'importe quel juif, il ne comprend pas ça. Il dit, mais je ne comprends pas. Moi, je suis beaucoup plus utile. J'apporte au monde. Moi, tu dis, non, mais nous, on préfère cela. Parce que toi, tu n'apportes rien, toi. En chauvé là, Nicham. Ouais. C'est terrible. Terrible. Ouais, c'est frustrant. Mais tu n'as pas le choix. Tu crois que tu vas faire le malin. Tu vas aller contre Dieu. Mordechai, il a compris ça. Écoutez bien ce que dit le Gaon de Vina. Le Gaon de Vina, il dit comme ça. Il pose une question. Il dit, mais qu'est-ce que Mordechai va exciter Aman? Qu'est-ce que tu vas l'exciter? Mordechai, il voit Aman qui est tout content, qui va se prosterner. Prosterne-toi, donne-lui, qu'est-ce que t'en as à faire comment dire, qu'il fasse le beau. Fais le beau, ça vaut rien. Ouais. Non seulement il dit non, moi je me prosterne pas, mais en plus de ça, il dit je suis juif. C'est pour ça que je me prosterne pas. Pourquoi tu fais ça? Même dans son comportement, c'est paradoxal. Esther, elle accède à la royauté et il lui dit surtout ne dis pas que tu es juive. Ne dis rien, cache. Et toi, tu arrives, tu vois Aman qui fait le beau, tu dis vous savez pourquoi je me prosterne pas? Parce que je suis juif. Pas normal. Alors, on a trouvé une solution moderne à ça. Comment dire, quelle va être la solution à l'orthodoxe excité? Ouais, à l'orthodoxe, comment dire, qui lui est crade, un peu fou, un peu à part, hors du monde. Un chauvet là, Niham. Ouais, on a trouvé une solution moderne. Les juifs modernes, ils en ont trouvé. Il dit, mais eux, oui, vous avez raison, eux, ils servent à rien. Mais nous, on sert à quelque chose, nous. Nous, on dit pas ça. Vous voyez, on joue avec vous, on est avec vous. Ouais. Et on arrive presque à une dénonciation du juif lui-même par le juif. Ouais. Bon, c'est assez redondant et classique dans l'histoire du peuple juif, malheureusement. Et là, Mordechai, il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais moi, je suis un juif, moi, j'étudie la Torah. C'est pour ça que je ne me prosterne pas devant toi. Et le Gaon, il dit, mais je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Et écoutez bien la réponse du Gaon. Il dit, ça, c'est ce qui a sauvé tout le peuple juif. Parce que si Mordechai n'avait pas, orienté la haine de Haman, de ce qui va être le juif dans sa définition, c'est-à-dire une valeur qui est irréductible. S'il n'avait pas fait ça, eh bien, Haman aurait pu prendre tout le peuple juif et le faire disparaître. Maintenant que la haine de Haman tombe sur un vrai juif, eh bien, il n'avait aucune chance de gagner. Pourquoi? Parce qu'il a en face de lui un juif qui est irréductible et qui va lui résister jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Tellement, dans toute l'histoire, tellement ça va lui résister. C'est sa nièce qui devient la reine du roi. C'est lui que tu vas balader dans toute la rue avec les habits du roi. Ouais, alors que tout est prêt, la potence, le machin, tout. Ouais. Ça, c'est ce que Hachem vient nous révéler. C'est c'est le message que Hachem vient nous révéler au cœur de l'exil. La solution de l'exil, c'est pas de faire valoir ta valeur auprès des autres. C'est pas de dire, tu sais, nous on vaut quelque chose, on apporte quelque chose à ce monde. C'est normal qu'il y avait de l'antisémitisme pendant 2000 ans. Parce que le juif, il était dans des ghettos, il n'apportait rien au monde. Mais aujourd'hui, il apporte. On dit, ouais, mais ce que tu apportes, on s'en fout. C'est-à-dire, ça ne nous intéresse pas. Tu es parmi tous les autres peuples, mais tu restes Echad. Tu restes Echad. Ouais. Ça doit cogner dans la tête des juifs assimilés. Ça doit les rendre dingues, les exciter comme des fous. Ça doit décupler leur haine envers le judaïsme. Le Erev Rav s'excite de ça. Il n'en peut plus.
Il étouffe. Ouais. Et là, à ce moment-là, Mordechai vient et dit « Mais moi, je suis juif, les gars. C'est moi, l'orthodoxe de service. C'est contre moi que tu vas me détester. Si nous, on arrive, en tant que paratonnerre, à amener la haine des nations contre le juif authentique, le juif des yeshivot, le juif qui étudie, ouais, c'est la seule manière qu'on a d'être sauvé. On n'en a pas d'autre. Déteste le vrai juif, là, Hachem, il va intervenir. Déteste-le, lui, là, Hachem, il va intervenir. Pourquoi ? Pas parce qu'il préfère celui-là qu'un autre, mais parce que c'est la révélation même de ce qu'est le nom d'Israël. C'est-à-dire la dimension, la valeur que tu ne peux pas contenir. La valeur que tu ne peux pas expliquer. Cette chose-là qui est inatteignable. Inatteignable. Ouais. Malheureusement, aujourd'hui, quelque part, on a perdu cette valeur-là. Ça veut dire, on essaie, même celui qui est à l'intérieur, ouais, même celui qui pourrait être Mordechai, mais au final, il pense se faire valoir, ouais, dans le monde des nations. Ouais, la Torah éclairée, la Torah moderne, l'orthodoxe moderne, celui qui va sur les plateaux télé, qui vient et qui te dit « Voilà, mais moi, je pense que les sionistes, il faut faire une distinction parce que nous, les orthodoxes modernes... » Ferme-la. Reste à ta place. Il y a des vrais orthodoxes, il n'y a pas besoin d'être orthodoxe moderne. Il y a un orthodoxe normal, ouais, qui étudie, qui fait rien, qui n'a pas besoin d'aller voir les autres, en leur disant « Mais tu sais, moi aussi, je vaux quelque chose, je peux vous apporter quelque chose, un éclairage, important auprès de votre réflexion, je suis quelqu'un qui apporte à la société. » Ça, c'est toute la problématique de l'orthodoxe moderne. C'est qu'il pense pouvoir apporter quelque chose à la société. Mais le juif n'apporte rien à la société. Il faut arrêter avec ce mythe. Un juif n'apporte rien à la société. Si ce n'est que l'horizon de la présence divine. Quand on voit un juif, on voit Dieu. Mais Dieu, c'est pas quelque chose qui a de la valeur dans le monde. Tu peux pas le vendre, tu peux pas le vendre, tu peux pas vendre ta Torah, ça veut rien dire. Quelqu'un qui comme c'est marqué, quelqu'un qui tire un bénéfice de sa Torah, on dit qu'il disparaisse. Il faut pas grand-chose, ouais. Ça, c'est le point important, et c'est ça, l'objet du Machatzit HaShekel. Machatzit HaShekel, c'est avoir d'abord cette émouna et cette conscience pleine et entière que la valeur, mon argent à moi, n'achète rien. C'est-à-dire, il n'achète rien d'entier. Tout ce que je transactionne, tout ce que j'achète, tout ce que je possède est là pour être complété. Et là pour, même si c'est dans mes possessions, dans mon acquisition, il y a une destination. C'est ça l'objet du Kesef. L'objet du Kesef, c'est pas quelque chose qui a de la valeur en soi. Le Kesef n'a pas de valeur. La seule valeur du Kesef, c'est que je peux en faire quelque chose. Donc si tu as conscience que ton argent, il vaut rien pour ce qu'il vaut aux yeux des autres, mais il vaut en cela qu'il est révélateur d'un désir et d'un accomplissement, ça a une bonne valeur. Voilà, c'est ce qu'on appelle Machatzit HaShekel. C'est ça que Hachem dit à Moshe Rabbeinu. Ouais, Moshe Rabbeinu, il lui dit Machatzit HaShekel, je vois pas bien, c'est quoi cette monnaie, c'est quoi cette pièce? Et Hachem, il lui montre une pièce de feu. Toujours le feu, c'est la destruction d'un objet. Le feu s'alimente de la destruction d'un objet. Et là, Hachem, il est en train de dire à Moshe, cette pièce-là, elle brûle. Mais c'est ça la pièce. C'est ce qui est consistant dans la pièce. C'est une pièce de feu. C'est-à-dire sa consistance, elle se révèle dans ce qui devrait la détruire. Ouais. Comme le buisson ardent. Pour te signifier, pour te révéler que ce qui alimente le feu de cette pièce, c'est pas la pièce elle-même. Ce qui alimente le buisson, c'est-à-dire ce qui alimente le feu du buisson, c'est pas le buisson lui-même, mais c'est un feu qui est extérieur au buisson, c'est un feu qui est extérieur à la valeur de la pièce. C'est ça Machatzit HaShekel. D'accord ?
Top, Hazak ou Balou. Hazak. Ça, c'est la centralité du problème d'aujourd'hui. Khatit Shekel, c'est là ce qu'on vit maintenant, c'est ça. Ouais, l'antisémitisme grandit au pas de cette absurdité de vouloir se justifier et de faire valoir auprès des autres ce que l'on vaut. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ouais. Top, Hazak.